Le journal de Télémiroir ce soir, c'est avec Paul Moffen. Bonsoir Paul. Bonsoir Pierre-Paul. Paul Moffen et la pluie. Oui, il pleut et ça tombe, on l'entend. Ça tombe, vous l'entendez sur ce plateau. Voilà, mais on a sorti les micros, on devrait arriver à s'en sortir. Vous allez nous parler ce soir de la grogne contre la loi Bachelot. Ça se passe aussi au CHU de Nîmes. Habitat du Gard retourne à Saint-Gilles, quartier Sabato, et puis Vatel fête ses 20 ans. Nous avons également deux invités, Paul. Il s'agit de Josette Royot et également d'Yves Banquet. Et ils fêteront ce week-end les 20 ans de leur club taurin El Campo Seta Vauvert. C'est à vous, Paul. Alors on va commencer par du hand J-2 pour les filles du HBCN qui se rendent à Thüringer en Allemagne pour le match retour de la finale de la Challenge Cup. Les protégés de Manuela Illy partent avec 4 buts d'avance, un match donc qui s'annonce difficile et disputé. Tout le monde rêve d'un nouvel exploit des Gardoises. La dernière fois qu'elles avaient remporté la coupe, c'était le 15 mai 2001. On s'en souvient encore. Un deuxième titre serait historique. Les filles du HBCN gardent la tête froide et ne comptent pas se reposer sur leur laurier. Veillée d'armes, un reportage signé Alain Bellon. Les joueuses du HBCN ont rejoint l'Allemagne. Elles vont jouer le match retour de la finale de la Coupe d'Europe face à l'équipe de Thüringer Handball Club. Les Nîmoises ont 4 points d'avance, gagnés au match aller, mais pour Manuela Illy, tout reste à faire. Ça va se jouer tout sur la deuxième manche. Le fait qu'on a joué au Parnasse, qu'on n'a que 4 buts, ce n'est pas grave. La pression, elle était sur nos épaules lors de notre premier match. La pression, on va les passer aux Allemandes. Les filles, elles ont envie d'y aller, de faire un bon match, de se racheter un petit peu par rapport au match de dimanche parce qu'on est parti un petit peu frustré, on avait de quoi faire mieux. J'espère bien que le deuxième match de là-bas, on va pouvoir poser notre jeu, imposer notre défense, monter de balles et apporter plus de solutions et sérénité en attaque. Côté joueuses, le moral et la motivation sont là. Mais pour elles doivent faire mieux qu'au match aller. Pour nous, on repart à 0, on a 4 points d'avance, mais pour nous, c'est un match comme si on n'avait pas joué le match aller. Là, on joue, c'est le match, on gagne, on est champion, on perd, voilà. On est déçus. Je pense que chacune se prépare comme elles le sont. Après, on se parlera sûrement samedi avant le match, mais jusque-là, ça ne sert à rien de mettre la pression aux gens. Les matchs de Coupe d'Europe ou même tous les matchs, on a toujours tendance à repenser à ce qu'on a fait et à ce que l'équipe a fait. Après, beaucoup d'entre nous avons revu le match. Donc je pense qu'on a toutes vu là où chacune, on peut peut-être forcer un peu plus parce qu'on pense qu'il y a les possibilités de buts derrière, quoi. Alicia Pérez ne fera pas partie du déplacement. Mariama Signaté sera présente dans le groupe pour jouer cette dernière ligne droite à 16h à Thüringer. 16h, vous l'avez noté, donc samedi après-midi pour les filles du HBCN. Autre information handball, demain soir, l'USAM reçoit Montpellier pour un derby chaud. Montpellier d'ores et déjà champion de France, mais pour les Nîmois c'est très compliqué. Double risque de rétrogradation sportive. Il faudrait gagner, ce serait bien demain vendredi soir. Mais risque également de rétrogradation financière. Un appel a été fait par les dirigeants de l'USAM. Avec rendu de cet appel, ce sera courant du mois de juin. Ce 14 mai, diverses manifestations ont eu lieu en France. Le personnel médical proteste contre le projet de loi Bachelot dans l'hôpital public. À Nîmes, le personnel soignant s'est rassemblé devant les portes du CHU Carremo. Alain Bellon est allé à leur rencontre. Un rassemblement de 50 personnes du divers services soignants du CHU Carremo de Nîmes ont manifesté pendant 1 heure devant les portes de l'établissement. Ils ont sensibilisé personnel et patients au futur des hôpitaux publics, suite à la loi Bachelot en cours d'examen au Sénat. Un regroupement qui est fait Montpellier, Nîmes, Nice et Marseille, c'est le regroupement des 4, le G4. Et un jour, puisque vous avez une loi qui est passée, c'est la loi de la mobilité, et les personnels pourront aller d'un endroit à l'autre. Si vous voulez, chaque hôpital va être spécialisé, on va enlever des spécialités dans les hôpitaux qu'on va donner à d'autres, et tout est fait pour faire dysfonctionner le service public hospitalier et montrer à longue échéance qu'il n'est pas rentable, que l'État ne sait pas faire et qu'il faut le privatiser. Aujourd'hui, les soignants veulent
parce qu'ils n'y arrivent plus, augmenter leur amplitude horaire par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un soignant travaille 7h30 par jour, sur des cycles de 35 heures, bien entendu, et il veut travailler maintenant 10 heures par jour. On est inquiet, nous, en tant qu'organisation syndicale, sur malheureusement la fatigue, les éventuels accidents de travail et les éventuels accidents qui pourraient arriver aux patients, du fait de la fatigue et des risques de faute d'hydratation de la part de soignants. Cette loi va à terme enlever 30, 40, voire 50 000 emplois sur tous les hôpitaux en France. On attend de voir les propositions du gouvernement. Pour l'instant, on n'en a pas vu. On a seulement vu les propositions pour gouverner l'hôpital, entre guillemets, entre les directeurs et les médecins. Pour le personnel, on est complètement exclu de cette loi Bachelot, alors qu'on est quand même les premiers concernés et on va être à la merci des requins du privé d'ailleurs. Une suite sera donnée à ce rassemblement par une manifestation prévue dans les rues de Nîmes le 26 mai. Toujours dans le versant social, en pleine rénovation urbaine, le quartier Saint-Gillois de Sabato ne possède plus paradoxalement de bureaux de proximité pour Habitat du Gard. En effet, le 3 novembre dernier, l'office départemental avait procédé à sa fermeture pour garantir la sécurité de ses agents. Aujourd'hui, Habitat du Gard marque son retour au sein d'une maison des services publics. Plus de détails avec Olivier Michel. Fermés depuis 6 mois pour cause d'agression à répétition, les locaux Saint-Gillois d'Habitat du Gard sont désormais réouverts. Mais le bailleur social n'est plus seul. L'État, Nîmes Métropole et la ville de Saint-Gilles s'y sont regroupés au sein de la Maison des services publics. Une solution de proximité innovante pour un meilleur accompagnement des habitants. Je l'ai dit, je le redis, c'est pas la démolition et la reconstruction de logements qui à elle seule suffira à régler les problèmes des quartiers. C'est bien en recréant du lien social, en refaisant fonctionner des associations, en remettant l'ensemble des services au cœur de ces quartiers que nous pourrons créer du lien social et une véritable envie de vivre dans ces quartiers, une joie de vivre dans ces quartiers. Il y a besoin d'avoir de la proximité pour derrière avoir une meilleure réactivité et pouvoir répondre à leurs attentes de façon plus efficace et plus rapide. Et pour ce faire, outre le bureau de proximité d'Habitat du Gard, la Maison des services publics regroupe 2 médiateurs de la ville de Saint-Gilles, un délégué de Nîmes Métropole ainsi qu'une déléguée du préfet. C'est pas une faiseuse de miracles, c'est pas le Père Noël, c'est la déléguée du préfet. Et donc ici, les gens doivent savoir que lorsqu'on lui parle de quelque chose, elle m'en parlera directement. Et ça, je crois que c'est important d'avoir ce lien direct. Un lien voulu et pensé dans le cadre du plan Espoir banlieue porté par Fadela Amara, secrétaire d'État à la politique de la ville. D'ici juin, 350 postes de délégués du préfet seront créés nationalement. Le Gard en comptera 4 à Saint-Gilles, à l'Est, ainsi que dans les quartiers nîmois de Pissevin et du chemin bas d'Avignon. Et vous avez pratiquement passé la journée avec José Bové hier, Paul. Oui, et c'était un carton plein, entre guillemets, tellement il y avait d'activités. Hier soir, José Bové était à Nîmes, aux Costières, pour un meeting Élection européenne oblige. C'est la deuxième fois en moins de 2 mois qu'il se rend dans le Gard. Le candidat tête de liste d'Europe Écologie pour la circonscription du Sud-Ouest a critiqué les orientations gouvernementales en matière d'environnement. Il a aussi pourfendu le capitalisme financier et ses dérives. Reportage Raphaël Louis et Paul Moffen. Ils étaient plus d'une centaine aux Costières pour entendre José Bové et son programme écologique. À l'écouter, l'équation est simple. Si l'on ne change pas nos habitudes, on va tout simplement droit dans le mur. On va droit dans le mur parce qu'aujourd'hui, notre mode de production et de consommation gaspille l'ensemble des ressources de cette planète. Dans les pays riches, aujourd'hui, on consomme 80% des ressources de la planète alors qu'on ne représente que 20% des habitants. Et dans le même temps, cette mode de production entraînait des effets, des échappements de CO2, de gaz à effet de serre, qui font que le réchauffement climatique va beaucoup plus vite que ce que les scientifiques pensaient il y a 3-4 ans. Alors il faut mieux qu'on s'y mette de suite, qu'on agisse, et c'est pour ça qu'il faut voter Europe Écologie. Une chose est sûre, Parti socialiste ne rime pas avec écologie, selon Catherine Grèze, deuxième de liste. C'est le message que les Verts ont fait passer hier soir. Le Parti socialiste a exactement la même analyse économique que la droite par rapport à l'économie, par rapport au productivisme, par rapport à sortir d'une crise avec plus de croissance, plus de consommation. Notre réponse est fondamentalement différente. Les analyses de José Bové ont séduit l'auditoire, même si le personnage ne fait pas l'unanimité chez certains. Je voulais voir José Bové en personne. Je l'ai vu et je trouve que c'est un très bon orateur. Voilà. Je suis d'accord avec sa vision du monde. Je trouve qu'il y a quelque chose comme ça chez lui
qui, même s'il a côté très très sympathique, qui me font douter un peu de sa sincérité, voilà. Là, si à 2030 on n'a pas réduit de 80% nos gaz d'émissions à effet de serre, voilà, là on sera dans le mur. Donc vraiment l'enjeu, je pense, c'est la diminution du mode de consommation et de production. La réunion publique s'est terminée vers 22h30. Après Nîmes, prochaine escale pour José Bové, Limoux dans l'Aude, où il doit rencontrer des agriculteurs et des militants. On reste toujours en politique. Après José Bové et Kader Arif hier soir, c'est au tour de Jean-Luc Mélenchon d'entrer dans l'arène. Le chef du parti de gauche, son nouveau parti, tient une réunion publique au Costières à 20h. On en reparle demain dans les journaux. Enfin, pour être complet sur le sujet, le bus Libertas passera à Nîmes dimanche 7 mai, entre 11h30 et 14h. On parle aussi de la venue de Philippe de Villiers à Nîmes, quelques jours avant la tenue des élections européennes. Et je crois que Pierre-Paul, vous avez quelque chose à ajouter. Dernière petite info là-dessus sur la politique, il y aura également Dominique Baudis, tête de liste sud-ouest pour l'UMP, qui devrait se rendre à Nîmes avant les élections. Les chiffres de la sécurité routière dans le Gard pour le mois d'avril 2009 sont tombés. Le constat n'est pas brillant. On enregistre hélas une augmentation du nombre de morts. 6 personnes ont été tuées sur nos routes. C'est 2 fois plus qu'en avril 2008. Et ce malgré une légère diminution du nombre d'accidents. Prudence et vigilance sont donc de mise. Hier soir, un colloque sur la place des marqueurs dans le suivi médical et le traitement du cancer s'est tenu au centre Pablo Neruda. Le témoignage de Lilou Clary Bonfils a été un temps fort de cette conférence. Des marqueurs qui apparemment divisent les médecins, même si ces derniers leur reconnaissent des avantages certains en termes de prévention et de dépistage. Compte rendu, Alain Bonnet. L'auditorium du centre Pablo Neruda était trop petit ce mercredi 13 mai en soirée pour accueillir tout le monde venu s'informer sur l'intérêt des marqueurs lors de récidives du cancer du sein. Cette table ronde initiée par le Zonta Club nîmois mettait en présence des personnalités du monde médical bien sûr, étayées par le témoignage de Lilou Clary, touchée par la maladie. Si on n'avait pas fait les marqueurs, maintenant je serais tranquille, certes, mais on ne saurait pas qu'il y a des métastases et que ce cancer faisait son travail ravageur. Donc je me suis dit que je n'étais pas seule dans mon cas, qu'il y avait certainement d'autres personnes et que peut-être ces gens ne sauraient jamais que si on avait fait les marqueurs, on aurait diagnostiqué la récidive plus tôt. Liés à la connaissance des gènes et des protéines, les marqueurs permettent aujourd'hui de traiter efficacement lors des récidives de cancer du sein en les détectant plus rapidement. C'est dans un but de suivi des malades, dans la mesure où un traitement n'aurait pas été suffisant, de pouvoir indiquer qu'il faut refaire ce traitement ou le développer ou le changer, dans la mesure où ces signes vont être avant-coureurs de l'apparition des signes physiques, donc de la maladie. Pourquoi ne pas mettre tous les atouts de son côté pour vaincre la maladie en utilisant systématiquement les marqueurs? La démarche doit être prudente. Au départ, ces marqueurs peuvent être augmentés en quantité pour des syndromes qui n'ont rien à voir avec le cancer. C'est pour ça qu'à titre diagnostique, au départ, il faut être très prudent sur l'utilisation des marqueurs. Lilou Clary proposait en résumé devant un parterre de témoins de rendre obligatoire le dosage des marqueurs, à quoi l'éminent professeur Henri Pujol, présent, rétorquait que la pose de ceux-ci restait vivement conseillée, mais de là à la pratiquer systématiquement, c'est une autre histoire. D'autre part, le professeur Pujol pense qu'une grande partie du corps médical n'est pas prête à reconnaître l'utilité des marqueurs. Le débat reste ouvert. Vatel fête ses 20 ans d'existence ce samedi et ouvre ses portes. Vatel pour les profanes, c'est une école privée spécialisée dans le commerce, la gestion et le tourisme à Nîmes, dirigée par Alain Séban, président fondateur du groupe. Cet institut reçoit chaque année 800 étudiants de 50 nationalités différentes. Nicolas Pinchino a rencontré Alain Séban qui dévoile les coulisses de la maison. L'école supérieure de commerce et gestion, hôtellerie-tourisme, Vatel, fête en cette fin de semaine ses 20 ans d'existence à Nîmes. Pour Alain Seban, président fondateur du groupe Vatel, c'est un peu par opportunisme et sous l'invitation de Jean Bousquet, maire de Nîmes à cette époque, que l'Institut Vatel s'est installé dans la capitale gardoise.
Franchement, je connaissais Nîmes, bien sûr, mais enfin, quand j'ai vu que ça se situait entre Montpellier et Avignon, qui étaient les villes sur lesquelles on souhaitait s'implanter, j'ai dit, après tout, Nîmes, c'est intéressant. Et donc, je suis venu rencontrer Jean Bousquet. Et puis après, il y a eu un pari fou qui a été engagé, c'est Vatel-Nîmes. C'est ainsi qu'est apparu, sur une des collines entourant Nîmes vers l'ouest, ce bateau de 14 000 m² qui abrite, au-delà de l'école, un hôtel, 2 restaurants, un centre de remise en forme ainsi qu'une résidence étudiante. On avait dit c'est une école pour l'Europe. Et l'Europe du Sud, parce que Nîmes étant implantée, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, l'Europe du Sud était le point, Nîmes nous semblait le point central. Mais très rapidement, Nîmes est devenue une école internationale et accueille aujourd'hui 800 étudiants, 400 de l'Europe, qui suivent des cours en langue française, et 400 du monde entier, qui suivent des cours en langue anglaise. Joyeux anniversaire donc à cette école hôtelière nîmoise. Et rappelons qu'aujourd'hui c'est une 50aine de nationalités qui se croisent tous les jours dans les couloirs de l'Institut Vatel. Vous avez donc bien entendu, journée porte ouverte ce samedi dans l'école de 10h à 18h. Passer une nuit dans un musée à Nîmes, ce sera possible samedi 16 mai. En effet, c'est la 5e édition de la Nuit des musées, une initiative nationale, vous savez. Et le concept marche, voir le musée autrement. L'objectif étant de promouvoir la culture et faire en sorte que les musées ne soient plus l'apanage d'une certaine catégorie de personnes. De quelle crue sera cette édition? Pierre-Paul Castelli et Sophia Albaric vous déclinent le programme. La Nuit des musées est de retour au Carré d'Art. Pour cette 5e édition, le musée d'art contemporain de Nîmes fait découvrir de manière inédite le nouvel accrochage de sa collection. Le théâtre Triptyque de Nîmes mettra ainsi en scène des textes cocasses sur certaines des œuvres de la collection, dont celles de Robert Combas, Jacques Monory ou encore Annette Messager. Je me suis rappelé avoir lu évidemment un texte espagnol de théâtre de l'âge d'or. Du théâtre espagnol, et en fait j'ai repris ce texte en le modifiant par rapport au contexte, et donc ça pose la problématique du rapport de la théâtralisation de sa vie et dans cet espace, et avec ce personnage qui balbutie, enfin c'était quelque chose de, me semblait-il, enjoué, ludique et en même temps très dynamique. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un endroit de confrontation entre différentes pratiques artistiques. Le théâtre et la peinture et l'art contemporain, la musique, et tout ça en étant décomplexé parce que le rapport est un peu inhabituel. La nocturne permet de découvrir autrement les collections et les expositions du musée. Des concerts de 20 à 30 minutes se fondront dans le décor, une manière originale pour faire interagir la musique avec les œuvres exposées. C'est l'intérêt de frotter comme ça une pratique musicale qui est complètement éphémère à des œuvres qui sont censées rester. Les musées de la ville de Nîmes sont gratuits et ouverts à tous samedi 16 mai 2009 de 20h à minuit. Les musées de la ville, donc y compris par exemple le musée des Beaux-Arts, et nous vous présenterons demain soir quelques extraits d'une répétition qui avait lieu, c'était la semaine dernière, dans le cadre de cette nuit des musées au musée des Beaux-Arts. Donc Paul. Le Club Tourin fête son 20e anniversaire. Mes invités sont Josette Royot, membre du bureau Tourin El Campo, et Yves Banquet, membre du bureau aussi. Alors on va rentrer vif dans le sujet. Alors pour nous mettre un petit peu l'eau à la bouche, déclinez-nous le programme. Il y aura qui? Alors tout d'abord, bonsoir, merci de nous avoir invités. Si le président n'est pas là, c'est que les festivités ont déjà commencé, puisqu'en ce moment même se déroule un vernissage avec 2 peintres, Marc Guyot et Alain Bonneau, et les sculptures de Patrick Varin sont exposées à Vauvert. La grande journée, c'est demain. Enfin, la journée demain matin, non, c'est que demain après-midi, voilà. La grande journée de demain après-midi commence demain matin. Alors, on est un peu stressé parce qu'en effet, il y a une pression. Donc ça, c'est vendredi. Alors, vendredi, il y a carrément César Rincon et Socato qui viennent. Voilà. Ben, je vais laisser la parole à Yves Banquet qui connaît très bien ce sujet. Oui, le grand bonheur pour nous, c'est d'accueillir César Rincon pendant 2 jours. Pour nous, petit club de province, c'est assez extraordinaire. On est ravis d'avoir César Rincon pendant 2 jours. Il va non seulement animer la conférence de demain soir à 8h30 à la Bodega El Campo, avec l'aide
du journaliste taurin bien connu Vincent Bourg, alias Socato. Et puis le samedi, comme il y a un festival, il vient superviser ces novilles qui vont être combattues, mais on va y revenir tout à l'heure. Puisque ce sont ces novilles qui seront combattues. Ce sont ces novilles qui seront battues samedi soir. Pour une magnifique novillade festival, hein, donc puisqu'il y a également des toreros qui vont combattre ces novilles. Allez-y, je vous laisse décliner les grands noms qui seront là. Alors, les noms des toreros, c'est le portugais Victor Mendes, que tout le monde connaît, grand torero des années 70, et d'admiratrices. Et des admiratrices, qui beaucoup a longtemps toré, notamment avec Josette Souris. Et Josette Souris. Ensuite, nous avons la chance d'avoir César Jiménez, qui a coupé 2 oreilles à Palavas il n'y a pas longtemps. Ensuite, nous avons 2 Français qui s'appellent Julien Mileto et Julien Lescarré. Julien Mileto, dont c'est le grand retour dans les arènes. Il avait arrêté pour raison personnelle pendant 1 an et demi. Nous lui offrons la possibilité, de revenir dans les arènes en public. Et croyez-moi, il a très très envie. Julien Lescarré, c'est le Bayonnais, que tout le monde connaît aussi, bien connu. Et puis il y a également Marc Serrano, Mehdi Savali. Non, Marc Serrano a décliné, enfin il ne pouvait pas puisqu'il a une corrida en Espagne, donc il a été remplacé par un petit Portugais aussi qui s'appelle Antonio Joao Ferreira. Et puis n'oublions pas Mehdi Savali. Mehdi Savali, c'est celui qui a triomphé des Victorines au Arles il n'y a pas longtemps, applaudi par Denis Lauré. Et on est ravis d'avoir Mehdi Savali parmi nous. Alors sinon, il en manque un, parce qu'on devait avoir Luis Bolivar. Luis Bolivar a été blessé hier à Madrid. On a longtemps espéré qu'il soit rétabli, mais malheureusement, il ne sera pas là. Il sera remplacé, on va en discuter ce soir. Ça sera fait dans la soirée. Il faut qu'il rentre vite à Vauvert là pour discuter de tout ça. C'est une grande et belle organisation que vous avez mise en place. Hein. C'est beaucoup de travail. Hein. 1 an de travail. 1 an de travail, de soucis, mais de plaisir aussi. Parce que nous, on fait ça par plaisir. Il est évident que c'est surtout l'affection qui nous fait marcher. Et vous étiez combien à vous mettre tous autour de la table pour faire venir tout ce monde? Le bureau, c'est 15 ou 16 personnes qui travaillent sans relâche depuis 1 an. On se réunit en ce moment 1 fois par semaine, et même plus. Plus tous les gens qui viennent nous aider pour faire à la bodega, parce que la bodega, c'est dans un endroit privilégié de Vauvert qu'il faut démonter et remonter. On imagine mal une fête à Vauvert sans bodega. Oui, tout à fait. Et Josette, alors, quel était votre rôle? Le rôle, chacun en effet a des compétences particulières. Donc en ce moment, nous avons préparé la nourriture qui serait servie parce qu'il y a aussi des repas dans la cour de la bodega. Samedi matin, on commence par le petit déjeuner pour les personnes qui voudront voir les puces taurines. Alors petit déjeuner à la bodega El Campo. Hein, pas de petit déjeuner au pré, hein, c'est pas encore. Hein. Le petit déjeuner sera servi dans la bodega. Il y a des personnes qui auront pu se promener pour aller voir les puces taurines qui seront autour des arènes. Ensuite, il y a un spectacle taurin avec le Centre du mois de tauromachie et les aficionados practicos qui présenteront et le toréo de salon et une tienta formelle de vache. Ensuite, on se retrouvera à la bodega pour partager un repas tous ensemble avant de se rendre à la novillade. Lâcher de 20 € à suivre, et puis remise des trophées. Et puis ça continue dimanche, avec là un cadre festif, un petit déjeuner, toujours à la bodega, etc. Voilà, Paul, vous vouliez poser une dernière question? Oui, je crois que c'est important de le souligner pour nos téléspectateurs. Vous faites cela aussi pour des œuvres de bienfaisance. Tout à fait. Alors expliquez-vous. Alors, il a été décidé qu'en effet, cette manifestation serait faite au profit de Sésame Autiste. Donc, Sésame Autisme est installé à Vauvert depuis 1984. Cette association a été créée afin de venir en aide pour les enfants ayant des difficultés psychologiques. Et en ce moment, il y a un centre d'accueil qui fonctionne. Il y a par exemple possibilité pour 8 adolescents d'être accueillis dans des appartements qui leur permettent de vivre une vie normale. Du fait de par leur handicap, ils sont un peu coupés de la réalité. Et là, par exemple, ils vont faire les courses au village, puis ils rentrent vraiment vivre dans une maison indépendante pour petit à petit arriver à s'insérer dans la vie que l'on va dire normale. Donc la tauromachie au service du social aussi. Hein. Voilà, tout à fait. Merci à tous les deux. Rappelez donc également à Vauvert, ce sera mi-juin, ce sera la feria de Vauvert. Oui, la feria de Vauvert, voilà, le donc 12, 13 et 14 juin, avec 2 novillades. Le 13 avec la ganaderia Santiago López Chavez pour les toreros, pour les novilles Jesus López, Roman Pérez et Tomasito.
Et puis le dimanche, une novillade avec la Ganadierie portugaise de Pala pour Marco Leal, Santiago Naranjo et Raúl Rivera. Voilà, encore un beau programme à vivre à Vauvert, bien sûr. Pour être complet sur la tauromachie espagnole, à signaler donc également une novillade à Fourques. Il y aura un petit peu de concurrence. Ce sera samedi, mais je crois qu'il y aura de la place pour tout le monde. Voilà pour la fête à Vauvert donc, de El Campo. C'est tout pour les infos ce soir? C'est tout pour les infos. Bravo Paul. Pour ma part, il me reste à vous signaler donc dans un instant après le journal les prolongations de Croco Hebdo. On va vous présenter la 36e journée, oh combien importante, avec ce déplacement de Nîmes Olympique à Bastia. Présentation, interview du coach et puis présentation du groupe, c'est dans un instant à 21h. Noir et blanc, bien sûr, autour de Patrick Mallet, Émile Grande de la Marseillaise, Nicolas Triol de la Fédération, Nicolas Oleskevich, Razeter, également Jérémy Serrano de Viantorine d'Aguevive. Ils reviendront en images sur Marguerite Nove, le gros Mauriès et Beaucaire, le top 5, etc. Patrick Mallet en grande forme à 21h. Merci encore à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Télémiroir.